de plusieurs responsables marocains. Ils se constituent en fronde pour dénoncer les menaces et provocations du Front Polisario. Immigration clandestine en Libye. La Grande-Bretagne s'engage à aider la Libye dans la lutte contre le phénomène. Grève des travailleurs au Bénin, le mouvement va-t-il, oui ou non, se poursuivre? Les confédérations syndicales restent divisées sur la question. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur SICA TV. Je l'annonçais en titre, au Maroc, les autorités ont organisé une réunion des chefs des différents partis politiques, élus locaux, responsables régionaux et chefs de tribus. Ces derniers ont défilé à la tribune pour dénoncer les menaces et provocations du Front Polisario et appeler les Nations Unies à faire respecter les règles du cessez-le-feu signé en 1991 après 16 années de guerre. Voici le reportage. Mouvement patriotique au Maroc en réponse aux provocations du Polisario. Il s'est tenu à Laayoune, l'ancienne capitale du Sahara occidental. À travers cet événement, les autorités marocaines veulent transmettre un message en interne, mais aussi au niveau international. Notamment que les Marocains sont mobilisés pour défendre la souveraineté ainsi que l'intégrité de leur territoire dans le cadre d'un front uni sous l'égide du roi. Aujourd'hui est un jour historique parce qu'il y a une mobilisation nationale globale du peuple marocain qui est mobilisé pour défendre le pays et qui refuse toutes les provocations que nous entendons et qui essaye de s'infiltrer dans la zone tampon qui a été définie selon l'accord du Maroc avec les Nations Unies en 1991. Le Maroc a toujours défendu cela. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a signalé dans son dernier rapport sur le Sahara marocain que le front des séparatistes doit retirer ses unités de Guerguera pour que cette zone tampon conserve le même statut et c'est ce que nous défendons et pas autre chose car nous considérons que nous défendons le droit marocain. Le Maroc accuse depuis plusieurs semaines le Front Polisario indépendantiste soutenu par l'Algérie de mener des incursions dans l'extrême sud et à l'est, ce qui constitue une violation de l'accord militaire établissant une zone tampon. De son côté, le Polisario a démenti toute incursion et la mission de l'ONU au Sahara occidental dit n'avoir observé aucun mouvement. Le secrétaire d'État britannique au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord a donné une conférence de presse au cours d'une visite effectuée dans la capitale libyenne Tripoli. À l'occasion, Alistair Burt a affirmé que la Grande-Bretagne était prête à apporter son soutien et son expertise dans la lutte contre l'immigration clandestine en Libye. Voici les images. La Grande-Bretagne apporte son soutien et son expertise dans la lutte contre l'immigration clandestine en Libye. Et pour réduire l'afflux de migrants africains souhaitant rejoindre l'Europe, les autorités britanniques préconisent de travailler notamment sur les routes empruntées par les migrants d'Afrique subsaharienne vers la Libye. Les migrants seront donc informés et sensibilisés sur les risques auxquels ils s'exposent en entreprenant le voyage. Ce travail consiste à donner des informations à ceux qui chercheraient à voyager sur la route, à leur dire qu'il pourrait y avoir des risques d'exploitation, qu'ils ne devraient pas entreprendre le voyage, les intercepter en cours de route et chercher à les persuader de revenir en arrière et leur donner des paquets de rapatriement afin d'aider ce processus. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les gens se déplacent constamment et son Excellence et moi en avons discuté. Le mouvement des peuples pour trouver de nouvelles opportunités est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui continuera à exister. La Libye se trouve plongée dans le chaos politique. Le pays est confronté à un afflux de migrants africains clandestins dont la situation est extrêmement difficile. Des centaines d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et certains sont torturés par des milices qui réclament des rançons à leurs familles.
Au Sénégal, un tribunal correctionnel de Dakar a condamné ce lundi à 15 ans de travaux forcés pour terrorisme un franco-sénégalais revenu de Syrie. S'en est suivi l'ouverture du procès de 30 personnes, dont un imam, reporté 3 fois depuis 3 mois. Voici les détails. Procès portant sur plusieurs personnes liées aux actes terroristes au Sénégal. Le tribunal correctionnel a, dans un premier temps, jugé et condamné un franco-sénégalais revenu de Syrie à 15 ans de travaux forcés pour terrorisme. Ibrahim Ali, âgé de 34 ans, est en détention depuis presque 3 ans. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et apologie du terrorisme. Le parquet avait requis la perpétuité contre lui, notamment pour s'être rendu en territoire syrien contrôlé par le groupe djihadiste État islamique EI. Sur son téléphone ont été retrouvées des photos où il tient une arme et une vidéo dans laquelle il exhorte les musulmans au djihad. Toujours dans la journée de lundi, le tribunal sénégalais a également entamé le procès de 30 personnes, dont un imam. Ce procès a été reporté à 3 reprises depuis 3 mois. Selon l'ordonnance de renvoi lue pendant près de 2 heures, ils sont accusés d'avoir voulu créer une sorte de base du groupe État islamique dans le sud du Sénégal avant d'étendre leur projet entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Ce procès est le tout premier de ce genre au Sénégal, notamment en raison du nombre de prévenus, dont l'imam et 3 femmes. Ajourné à 3 reprises depuis son ouverture le 27 décembre dernier, il devrait durer plusieurs jours. Au Bénin, les travailleurs sont partagés entre poursuivre ou non le mouvement de débrayage général lancé depuis le mois de janvier. À l'origine de cette situation, 2 communiqués diamétralement opposés émanant des responsables des centrales et confédérations syndicales, les uns appelant à la suspension de la motion de grève en cours et les autres invitant à son maintien. Plus de précisions avec ces 2 positions avec Moudassirou Bachabi et Noël Chadaré, secrétaire général respectivement de la CGTB et de la COSI Bénin et représentant par la même chacune des ailes opposées. On les écoute. Ce que nous avons analysé, le gouvernement voulait une année blanche et au lieu de la décréter directement, il a voulu utiliser notre contestation qui a démarré, en tout cas ce qui nous concerne, nous les 3 qui avons signé cette suspension qui a démarré depuis le 16 janvier. Et comme nous ne voulons pas cautionner cette volonté du gouvernement, nous avons dit, bon, il faut prendre nos responsabilités. Donc, nous avons pris cette décision en nous disant qu'il était temps de redonner espoir à ce peuple qui perdait sur toutes les lignes. On perdait tout et on va perdre encore l'école. Il fallait vraiment faire quelque chose. Si leur confédération a estimé à un moment donné qu'il faut s'arrêter à ce niveau, en cours de chemin, mais nous ne pouvons que prendre acte. Maintenant, ce qui concerne la COSI Bénin, la COSI estime, parce que j'ai fait des réunions, il y a une certaine démocratie syndicale ici. J'ai discuté avec les fédérations qui sont en lutte. La fédération de la santé, une grosse fédération de la santé, une fédération de l'éducation qui n'est pas moins une grande fédération, et la fédération du secteur des ministères qui sont en lutte, et pour avoir leur avis. Donc, la COSI Bénin, la CSTB, l'UNSTB, ces 3 centrales ont décidé de continuer le mouvement de grève. Et tous les militants des différentes centrales sont invités à continuer de poursuivre le mouvement, de respecter le mot d'ordre de grève. Le président nigérien Muhammadu Buhari a officiellement annoncé ce lundi son intention de se présenter pour un second mandat en février 2019. Il met ainsi un terme à des mois de spéculation dans ce pays qui représente la première économie d'Afrique de l'Ouest. Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress, APC, et de concourir pour un second mandat aux élections de 2019, a annoncé le compte officiel Twitter de la présidence. Âgé de 75 ans,
Muhammadu Buhari a fait cette annonce lors d'une réunion de l'APC au pouvoir à Abuja après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois et alors que de nombreux gouverneurs d'État membres de l'APC lui ont publiquement affirmé leur soutien récemment. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a ensuite déclaré Muhammadu Buhari, cité dans un communiqué de la présidence. Surnommé Baba Go Slow pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis 3 ans, qu'il s'agisse de récession économique ou de conflits armés, ce Peul, originaire du nord musulman, va devoir convaincre au-delà de sa région natale, où il reste populaire, qu'il est encore capable de diriger le géant anglophone de 180 millions d'habitants. Il a effectué fin mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du Nigeria. Car s'il espère gagner, le président aura besoin du soutien du sud-ouest, dominé par l'un des principaux groupes ethniques, les Yoruba. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat. Le président a passé de longs mois à Londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public en 2017. Il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 États du Nigeria depuis son élection en 2015. Alors que le premier producteur de pétrole africain a traversé l'an dernier une récession économique aggravée par la chute des cours du baril, le chef de l'État a été largement critiqué pour sa passivité et la rigidité de sa politique monétaire qui a découragé les investisseurs étrangers. Son bilan en termes de lutte contre la corruption reste mitigé, les autorités ayant mené de nombreuses arrestations et saisies immobilières visant des personnalités du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, au pouvoir de 1999 à 2015. Et parlant toujours de l'annonce du président Muhammadu de se présenter pour un second mandat, la nouvelle est appréciée différemment au sein de la population nigériane. Suivez ici la réaction de quelques Nigériens. On n'a pas grand-chose à redire. On veut qu'il soit réélu. Et s'il est réélu, ça sera encore mieux qu'avant. Je ne veux pas qu'il soit réélu. Je ne veux pas qu'il soit réélu car il n'a rien amélioré. Je meurs de faim et même mon entreprise a réduit mon salaire. Je ne pense pas que Buhari n'ait aucune raison de se présenter considérant sa santé, compte tenu de son échec dans la lutte contre le chômage, compte tenu de son échec à résoudre les problèmes de sécurité aussi à cause du népotisme dans son gouvernement. Aux États-Unis, le FBI a conduit un raid dans les bureaux, la résidence et la chambre d'hôtel de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump. La perquisition fait partie d'une enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. L'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine a rebondi ce lundi à New York avec un raid du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump et l'homme qui a payé une actrice de film Is pour faire taire une liaison présumée avec le président. Ayant appris la perquisition, le président Donald Trump a dénoncé ce lundi l'opération, estimant que c'était une honte. Je viens d'apprendre qu'ils sont entrés dans le bureau d'un de mes avocats, un homme bien. C'est une situation honteuse, une chasse aux sorcières. Je le dis depuis longtemps. C'est une honte, franchement. C'est une véritable honte. C'est une attaque contre notre pays dans le vrai sens du terme. C'est attaquer ce que nous défendons tous. Donc, quand j'ai appris cela, je l'ai appris comme vous. J'ai dit que c'est vraiment un nouveau palier d'injustice. Ils n'ont trouvé aucune collusion avec la Russie. La raison pour laquelle ils n'ont rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait pas de collusion du tout. Pas de collusion. Cette opération intervient en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller. C'est en tout cas ce qu'a précisé dans un communiqué l'avocat de Michael Cohen, Stephen Ryan. Ce dernier a dénoncé une perquisition complètement inappropriée et non nécessaire qui a eu pour conséquence la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client par la police fédérale. Depuis l'ouverture de l'enquête en mai 2016, plusieurs membres de l'équipe de campagne du président Donald Trump ont été inculpés et l'avocat qui dirigeait son équipe de conseil a démissionné, estimant que ses recommandations n'étaient pas suivies.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir.